Christophe, on ne t'entend pas. Ouais, que Christophe n'arrive pas à se connecter, ou en tout cas, Si, non, je disais que sur la partie suivante, nous allons aborder des exemples en viticulture et en maraîchage, suivis de questions-discussions. Et puis après, nous aurons deux autres intervenants pour parler grande culture. Donc sur la partie viticulture, nous aborderons l'état organique des sols avec Jean-Yves Caruel et suivra ensuite Dominique Berry sur l'effet des amendements organiques comme en culture légumière. Donc je vais laisser la parole à Jean-Yves Caruel. Oui, bonjour. Donc, moi, je vais vous présenter quelques résultats là, d'un réseau de parcelles expérimentales de pratiques de gestion de l'état organique en viticulture. Donc, clic. En guise d'introduction, je vais vous faire un petit topo très rapide sur le contexte viticole. Donc, on l'a déjà vu ce matin, les sols viticoles sont généralement pauvres en matière organique. Donc, c'est souvent aussi des sols qui sont peu fertiles, choisis pour ça. Deuxième point, c'est que les objectifs de rendement sont très variables. On a souvent dans la tête que on veut toujours des petits rendements en viticulture. C'est pas toujours vrai. C'est vrai pour les appellations d'origine. Après, dès qu'on va sur des vins blancs, on peut se permettre des rendements plus élevés. Puis, si on vise carrément des alcools de bouche, on peut aller sur des rendements encore plus élevés, de l'ordre de 130 à 150 hectolitres par hectare. Donc du coup, ça amène aussi à des conduites au niveau de la vigne qui sont très variables, alors en fonction de ses objectifs de rendement, mais également en fonction des conditions pédoclimatiques, également notamment en termes de densité de plantation et d'entretien du sol. Puis autre point aussi, c'est l'importance de la qualité des raisins, en fonction aussi de l'objectif de production. Et ça explique aussi pourquoi des fois la matière organique n'est pas toujours très bien gérée, de peur souvent que les apports de matière organique, notamment d'amendements organiques, augmentent la fertilité du sol et jouent négativement sur la qualité des raisins. Et le dernier point ici, qui explique que les sols viticoles soient pauvres en matière organique, c'est les entrées de carbone qui sont limitées en viticulture. La biomasse produite par la vigne annuellement est largement plus faible que celle qu'on peut avoir pour des grandes cultures. Clic. Donc, par rapport à ce constat, on a fait une bibliographie en amont sur l'impact de cette matière organique au niveau des sols de vigne et puis de la vigne en elle-même. On s'est aperçu qu'il y avait un manque de références important, notamment en termes de durée des expérimentations. En fait, il n'y a vraiment un seul essai vraiment de longue durée, c'est l'essai de René Morla en Val-de-Loire, de l'INRA. Sinon, on n'a pas grand-chose et du coup, on a décidé de mettre en place un réseau de parcelles d'expérimentation en 2009 et en 2010. Donc la mise en place a été différée pour certains sites. Et puis on a également mis en place un projet qu'on a appelé OADMO, qu'on a déposé à France Alimentaire Nationale, de 2017 à 2019, donc un projet qui a été financé par le CASDAR avec l'IFV, la Chambre du Vaucluse, Agrotransfert et le Comité Champagne, avec comme objectif à la fois de continuer à acquérir des références sur ce réseau, notamment aussi bien sur les produits résiduaires organiques, le sol et puis également sur la vigne. Donc c'est ce que je vais vous présenter, je vais vous donner quelques exemples et puis je finirai ensuite par vous parler un petit peu du deuxième objectif de ce projet-là, qui était de paramétrer et de valider le modèle AMG pour la vigne. Clic. Donc au niveau du réseau qui a été mis en place, donc qui est une collaboration entre organismes, donc IFV, Chambre d'agriculture, Agrotransfert, INRA. Donc vous voyez la répartition du réseau sur la petite carte de droite. Avec des conditions pédoclimatiques qui étaient assez variées. Vous voyez qu'au niveau climat, on a de l'océanique au niveau de l'Anjou, semi-continental en Beaujolais, et puis méridional pour les Côtes-du-Rhône et les Costières de Nîmes, par exemple. Puis des conditions aussi pédologiques différentes. Les petits points rouges, en fait, c'est les sols acides. Les petits points bleu clair, c'est les sols calcaires. Et en blanc, c'est plutôt des sols à peu près neutres au niveau pH. À chaque fois, on avait des protocoles de suivi en commun. L'idée aussi, c'était de synthétiser ces résultats au niveau national. Par contre, les amendements organiques qui ont été utilisés étaient vraiment propres à chaque région. Vous les avez nommés ici, donc compost de déchets verts, compost du commerce, qui sont des composts qui sont beaucoup utilisés en viticulture, des composts de mare, et puis dans la région du sud-ouest, on a aussi testé l'effet de l'enherbement sur le statut organique du sol.
Vous voyez qu'en fonction aussi des sites, on n'a pas obligatoirement mis tous les mêmes amendements organiques. À chaque fois, donc, on avait un témoin où il n'y avait pas d'apport d'amendement organique, qui n'était pas en RB. Par contre, où il y avait à chaque fois la restitution des boîtes taille, de même que sur les autres modalités. L'apport d'amendement organique était réalisé tous les 4 ans. Et le calcul donc, de la dose a été fait en fonction de l'objectif visé, qui était souvent une augmentation, alors qu'il pouvait être variable en fonction de la teneur initiale. C'était généralement entre 10 et 20% d'augmentation qu'on visait, ou qui pouvait également uniquement compenser les pertes. C'était le cas dans l'essai des Côtes-du-Rhône. Et puis, on a pris aussi en compte, bien évidemment, pour ça, la teneur en carbone des produits, et puis l'ISMO. Ce qui fait qu'on arrivait quand même à des valeurs très variables en termes d'apport de matière fraîche sur les 8 années, donc sur deux apports au final, entre 10 et 130 tonnes de matière fraîche par hectare. Donc, on a suivi au niveau du sol, donc c'est ce que je vous ai montré, puis également au niveau de la vigne. Donc, clic. Donc au niveau du sol, alors on a analysé à la fois la couche 0,15 cm et la couche 15-30 cm. Je vais vous présenter uniquement les résultats sur la couche 0,15 cm parce que c'est là qu'on a le plus de résultats, enfin de différences significatives entre les modalités. Vous avez représenté ici donc les résultats après 8 ans au niveau des sols, donc avant le 3e apport. Donc il y a eu 2 apports, un AT0 et un AT+4. Là, on est à AT+8 avant le 3e apport. Donc à gauche, vous avez les paramètres de l'ACP et à droite, les individus. Donc les individus, je vous les ai mis en couleurs différentes par rapport aux modalités. Donc en bleu clair, c'est les témoins. Bleu foncé, c'est les compostes de marc. En vert, l'enherbement. En rouge, les compostes de déchets verts. Et en noir, les compostes du commerce. Derrière, à chaque fois, vous avez le numéro, c'est le numéro du département pour situer le site. Et puis, chaque point correspond à la moyenne des répétitions. Donc, il y avait entre 3 et 4 blocs par site expérimentaux. Alors, ce qu'on peut voir sur ce graphique, clic, c'est que les témoins, en fait, sont tous regroupés à part un, qui est celui de Gaillac, qui est en haut à droite. Tous les autres sont dans le coin gauche inférieur. Alors que pour les amendements organiques, vous voyez que c'est un peu moins structuré, on va dire, c'est un petit peu tout mélangé, ce qui s'explique assez facilement du fait des doses assez différentes qui ont été apportées en fonction des sites. Si on regarde par rapport au cercle des paramètres que vous avez sur votre gauche, vous voyez donc que les témoins sont opposés clic à la teneur en carbone et puis également clic à la CEC. Donc, je vais vous montrer juste quelques résultats donc, sur la teneur en carbone. Clic. Voilà, donc d'une part sur la parcelle d'Anjou, sur la parcelle du Languedoc. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut avoir des différences, mais c'est relativement rare, des différences significatives. Donc, c'est le cas en Anjou pour le compost du commerce, avec des apports relativement conséquents. On doit être autour d'une 50aine de tonnes par hectare sur les 2 apports. Et puis, par contre, on a souvent peu de différences significatives. Par contre, des tendances, vous voyez que la teneur en carbone ici augmente par rapport aux témoins, alors que ce soit par exemple pour le compost de déchets verts en Anjou ou sur le graphique de droite pour le compost de déchets verts en Languedoc, mais sans différence significative par rapport aux témoins. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît. C'est vrai que le carbone est quelque chose qui est réparti de façon assez hétérogène au niveau du sol et que c'est pas toujours évident de mettre en évidence des différences significatives. On a mis par contre en évidence des différences à la fois sur la CEC, donc là je ne vous montrerai pas de résultats, mais également, clic sur la matière organique vivante, donc la biomasse microbienne dont on a parlé ce matin. Donc je vous ai mis un résultat de la parcelle de Fronton dans le sud-ouest. On voit bien des différences entre le témoin et puis le compost de déchets verts, le compost de marc, et puis également l'enherbement qui est souvent, dans d'autres essais on le voit également, provoque aussi une augmentation de la biomasse microbienne. Sur cet essai, on n'avait pas de différence significative en termes de teneur en carbone du sol. C'est également sur le graphique de droite, sur le site du Beaujolais, on n'avait pas de différence au niveau teneur en carbone. Par contre, vous voyez qu'on a une différence assez nette entre le compost de déchets verts et le témoin sur cette biomasse microbienne, puisqu'on double carrément la valeur entre les deux. Donc, comme quoi, cette biomasse microbienne est aussi un indicateur précoce du changement de statut organique des parcelles. Clic. Donc, je reviens sur l'ACP de tout à l'heure pour vous montrer également que ces témoins sont opposés à clic, donc le pH du sol.
Donc là aussi, je vais vous montrer quelques résultats. Clic. Donc sur les 2 parcelles en fait qui étaient sur sol acide, donc le Beaujolais et l'Anjou, donc vous voyez qu'avec les apports d'amendements organiques, on a une augmentation du pH, alors qui n'est pas toujours significative. Vous voyez que le compost de déchets verts en Beaujolais, c'est pas significatif, mais il y a quand même une tendance. Et puis en Anjou, vous voyez que le compost de déchets verts et le compost du commerce augmentent le pH du sol. Donc ça, c'est intéressant. Alors, c'est des choses qui ont déjà été montrées sur les grandes cultures. Mais nous, on a souvent la question, un peu l'inquiétude des viticulteurs de dire, si j'apporte de la matière organique, est-ce que je ne vais pas diminuer le pH de mon sol? Est-ce que je ne vais pas l'acidifier? Dans le cas de compost, on peut répondre que non, c'est plutôt l'effet inverse. Clic. Et enfin, le troisième point important, vous voyez là encore sur ce graphique que les témoins sont opposés à clic. Tout ce qui est en fait éléments minéraux au niveau du sol, donc azote, phosphore, magnésium, potassium et calcium, en lien notamment bien évidemment aussi avec les doses d'apport. Les amendements organiques n'apportent pas que du carbone, on l'a déjà dit. Donc là, je vais vous montrer quelques résultats. Clic. Je vais essentiellement baser sur le potassium, donc la potasse au niveau du sol. Vous avez à gauche la parcelle de Côte-du-Rhône. Vous voyez une augmentation liée surtout par rapport au compost de marc, qui augmente la teneur en potassium du sol. Et sur le graphique de droite, là encore, on retrouve l'influence du compost de marc sur cette teneur en potassium par rapport aux témoins. Mais également, c'est le cas sur le compost de déchets verts. Donc ça me fait du coup l'occasion de passer à la partie vigne, puisque la question derrière, c'est de savoir si cette augmentation de potasse au niveau du sol se traduit au niveau de la vigne. Donc clic. Donc pour ça, on a fait, alors là je vous reprends la parcelle en Languedoc, on a fait des suivis de teneur du rapport K sur Mg pétiolaire sur vigne, qui est un très bon indicateur de la nutrition potassique et magnésium de la vigne. Et vous voyez qu'à chaque fois, sur chaque année, on a une teneur, enfin un rapport qui est supérieur sur le compost de marc et clic qui est significativement différent chaque année. Par contre, ce qui est intéressant aussi ici, c'est que la plage idéale, en fait, au niveau de ce rapport K sur Mg, il se situe entre 3 et 5, et vous voyez que dans ce cas-là, on est plutôt même un petit peu inférieur sur le témoin et le compost de déchets verts. Et le compost de marc, il permet au contraire de se retrouver dans la plage idéale, donc c'est plutôt bénéfique à ce niveau-là. Au niveau de la vigne également, alors clic. Ce qu'on regarde souvent, donc, c'est tout ce qui est expression végétative et vigueur exprimée par le bois de taille. Alors, quand on regarde annuellement, en fait, on voit vraiment très très peu de différence entre les modalités d'apport d'amendement organique et le témoin. On voit un petit peu plus, alors je dirais pas de différence, mais de tendance quand on fait un cumul en fait de ce bois de taille. Donc, vous avez sur ces graphiques-là le bois de taille cumulé à partir du départ de l'essai, exprimé en tonnes de matière sèche par hectare. Les petites flèches, c'est les dates d'apport. Vous voyez qu'il y a une tendance, alors qui est relativement légère à gauche en Languedoc, à avoir notamment avec le compost de marc un peu plus de vigueur. C'est un peu plus marqué en Anjou avec les composts du commerce et les composts de déchets verts. Clic, ce qu'on regarde aussi bien évidemment, c'est le rendement. Et là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a vraiment très peu de différence quand on regarde les résultats annuels, et on a une petite tendance aussi quand on regarde en cumulé comme je vous l'ai représenté ici. Donc on retrouve la parcelle d'Anjou avec l'effet du compost du commerce et du compost de déchets verts. Puis à droite, je vous ai mis la parcelle de Fronton. C'était surtout pour vous montrer l'effet de l'enherbement, alors qui est assez classique ici, qui a tendance à avoir un effet dépressif par rapport à la vigne. C'est surtout marqué, alors je ne voulais pas me montrer, mais c'est très classique, c'est surtout marqué sur la vigueur et le bois de taille, ça c'est très généralisé. Sur le rendement, ça vient souvent dans un second temps, et vous voyez que il a fallu quand même quelques années avant que ça ait un impact ici sur le rendement sur cette parcelle. En conclusion, clic, pardon. Donc, effet sur le sol, on les a montrés, même si c'est moins évident sur le carbone, avec des effets qui sont très variables suivant les sites et notamment les doses qui sont apportées. À voir aussi que voilà, on n'a que 8 ans de recul pour le moment, donc à voir sur le long terme. C'est également le cas pour les effets qui étaient peu marqués, voire pas du tout d'effet sur certaines parcelles sur la vigne. Là aussi, on a que 8 ans de recul, donc il faudra voir ça sur le long terme, à part bien sûr l'effet de l'enherbement, mais qui était déjà connu. On a profité également de ces expérimentations, notamment celle du Sud-Ouest,
pour essayer de regarder l'enherbement, ce qu'il pouvait stocker, et de le confronter en fait à l'évaluation qui avait été faite dans le cadre de l'expertise INRA qui a été présentée en fin de matinée. Et là, clic. Vous voyez que si on compare pour un enherbement entre les résultats de l'expertise et les résultats du réseau AMO, on a des choses qui sont tout à fait comparables. On est légèrement supérieur sur le réseau AMO, mais c'est tout à fait comparable. Merci. Enfin, clic en perspective. Donc, on va tenter de poursuivre le suivi de ce réseau-là. On regarde également sur d'autres techniques, alors qui sont plus utilisées pour réduire l'utilisation des herbicides comme le paillage. On essaye de regarder aussi ce qui se passe en termes de matière organique et de minéralisation. Donc, ça, c'est des essais menés au niveau de l'IFV, puis également de Ritmo. Et puis, donc, comme je l'ai dit en introduction, donc, le projet OADMO avait également pour but de paramétrer et de valider le modèle AMG. Donc, clic. Donc, ce qui a été fait avec la collaboration d'AgroTransfert. Donc, vous voyez ici le modèle AMG, alors spécifique à la vigne. Donc, c'est surtout ce qui est surtout spécifique, c'est les entrées, que vous voyez sur la gauche, et qui permet donc de simuler l'évolution des stocks de carbone sur une parcelle viticole. Clic, donc actuellement on est sur un moteur OADMO Vigne qui est en cours de développement avec l'espoir, on va dire, d'arriver à une application en ligne pour fin 2021. Et puis si vous voulez plus de renseignements, je vous invite à participer aux journées de la fertilisation raisonnée en novembre prochain, où un poster sera présenté sur ces travaux. Ou sinon vous pouvez également nous contacter, les adresses mail qui sont indiquées. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Yves. Donc après avoir abordé